Au cœur de Minneapolis, aux États-Unis, se trouve un lieu qui défie notre perception du monde. Il ne s'agit ni d'un monument grandiose, ni d'une merveille naturelle. C'est une simple pièce. Mais cette pièce détient un record du monde Guinness. C'est l'endroit le plus silencieux de la planète. Les laboratoires Orfield abritent une chambre anéchoïque. Son nom vient du grec anéchoïque, signifiant sans écho. Sa conception est une prouesse d'ingénierie acoustique. Ses murs, son sol et son plafond sont recouverts d'épais cônes de fibres de verre. Ils absorbent 99,99% des sons. Le silence y est mesuré à moins 9,4 décibels. Un chiffre négatif. Un son si bas qu'il est en deçà du seuil de l'audition humaine théorique. Entrer dans cette chambre, c'est comme franchir un portail vers une autre dimension. Une dimension où l'un de nos sens les plus fondamentaux est soudainement privé de toute information extérieure. La lourde porte insonorisée se referme derrière vous. Un claquemate est définitif. Puis, le néant. Le bourdonnement constant de la vie moderne, ce bruit de fond que notre cerveau a appris à ignorer, disparaît complètement. Plus de ventilation, plus de trafic lointain, plus de murmures indistincts. Il ne reste rien. Absolument rien. C'est un vide si profond, si total, qu'il en devient palpable. Une pression invisible sur les tympans, comme si l'air lui-même avait été vidé de sa substance vibratoire. C'est une expérience déconcertante, presque violente. Ce lieu n'a pas été conçu pour la méditation ou le tourisme de l'extrême. Sa fonction première est purement industrielle. Des entreprises comme Harley-Davidson ou Whirlpool y testent leurs produits. Elles veulent mesurer le bruit exact produit par un moteur de moto ou un lave-vaisselle, sans aucune interférence acoustique. C'est un laboratoire de précision. Un outil pour traquer le moindre cliquetis, le plus infime grincement. L'objectif est de créer des appareils plus silencieux, plus agréables pour le consommateur. Mais en créant cet espace de pureté sonore, les ingénieurs ont, sans le vouloir, ouvert une boîte de Pandore. Ils ont bâti un laboratoire pour explorer les recoins les plus sombres et les plus inattendus de l'esprit humain. L'expérience est si intense que personne n'a réussi à y rester très longtemps. Le record est d'environ 45 minutes. Et encore, il s'agit d'une performance exceptionnelle. La plupart des gens demandent à sortir au bout de quelques instants. Ils ne supportent pas cette absence totale. Le silence n'est plus une simple pause dans le bruit. Il devient une force active, un protagoniste qui vous isole et vous confronte à quelque chose d'inconnu. Quelque chose qui sommeille en vous. Ce lieu, conçu pour tester des machines, est devenu le test ultime pour la conscience humaine. Que se passe-t-il lorsque nous sommes coupés du monde extérieur ? Que reste-t-il quand il n'y a plus rien à entendre, sinon nous-mêmes ? Une fois la porte refermée, une nouvelle réalité auditive s'impose. Le cerveau, privé de ses stimuli habituels, commence à chercher désespérément une source sonore. Il amplifie tout ce qu'il peut trouver. Et la seule chose qu'il trouve, c'est vous, votre propre corps. Le silence extérieur révèle une symphonie intérieure que nous n'entendons jamais. Soudain, le bruit de votre propre cœur devient assourdissant. Ce n'est plus un battement lointain, mais un tambour grave et puissant qui résonne dans votre cage thoracique. Vous entendez le flux et le reflux de l'air dans vos poumons. Un sifflement étrange et constant. C'est une expérience profondément troublante. Cette prise de conscience forcée de nos propres fonctions biologiques est la première étape du voyage. Vous commencez à entendre des choses encore plus subtiles. Le gargouillis de votre estomac devient un grondement de tonnerre. Le sang qui siffle dans vos artères, particulièrement dans votre cou et derrière vos oreilles, devient un bruit blanc permanent. Certains rapportent même entendre le grincement de leurs propres articulations à chaque mouvement, le son de leurs paupières qui se ferment. Vous devenez un instrument de musique dont vous n'aviez jamais soupçonné l'existence. Votre corps, cette machine que vous pensiez silencieuse, se transforme en une cacophonie organique. C'est une révélation brutale de notre propre mécanique vivante. Cette expérience a des conséquences physiques immédiates et déstabilisantes. Nos repères spatiaux dépendent en grande partie des échos et des réverbérations sonores, même infimes. Dans la chambre anéchoïque, il n'y en a aucun. Le son de votre voix meurt à la seconde où il quitte vos lèvres. Il ne rebondit sur rien. Cette absence de retour auditif crée une désorientation profonde. Il devient difficile de se tenir debout. L'équilibre est compromis. Le cerveau ne sait plus où il se trouve dans l'espace. C'est pourquoi la plupart des expériences se déroulent assis sur une chaise. Le simple fait de marcher devient un défi.
on se sent comme un astronaute flottant dans un vide infini, sans haut ni bas. La perte de repère n'est pas seulement physique, elle est aussi existentielle. Vous êtes seul, radicalement seul. Le silence absolu est l'isolement ultime. Il vous coupe non seulement du monde extérieur, mais aussi de la sensation familière d'être quelque part. Vous n'êtes plus dans une pièce, vous êtes dans le vide. Cette sensation est à l'origine de l'angoisse qui s'empare de la plupart des visiteurs. L'esprit humain n'est pas fait pour le néant. Il a besoin de stimuli, de repères, d'ancrage. Quand on les lui retire tous, il commence à se débattre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Le silence ne fait pas que révéler le corps. Il commence à jouer avec l'esprit. Lorsque le cerveau est privé d'informations auditives pendant un certain temps, il refuse d'accepter le vide. Il se met à créer ses propres sons. C'est un phénomène connu sous le nom d'hallucination auditive. Ce ne sont pas des bruits aléatoires. Les témoignages décrivent des sons complexes et parfois étrangement cohérents. Des murmures indistincts, comme si une conversation se déroulait dans la pièce voisine. Des notes de musique lointaines, un air de piano mélancolique. Des bruits de pas qui semblent se rapprocher puis s'éloigner. L'esprit, en quête de sens, peuple le silence avec les fantômes de son passé ou imaginaire. Il cherche à se rassurer, mais le résultat est souvent terrifiant. Ces hallucinations ne sont pas seulement auditives. L'isolement sensoriel total affecte toutes les perceptions. Des visiteurs rapportent avoir vu des ombres bouger dans les coins de la pièce, là où les cônes acoustiques créent des jeux de lumière étranges, des silhouettes fugaces, des flashs de lumière inexplicables. Le cerveau, en sur-régime, commence à mélanger les sens. C'est une forme de synesthésie forcée. L'absence de son peut provoquer des visions. Le silence devient si lourd qu'il en devient une présence visible. Certains décrivent une sensation de contact, comme si quelque chose d'invisible frôlait leur peau. La frontière entre la réalité et l'hallucination s'estompe complètement. La panique est une réaction très courante. Elle naît de cette perte de contrôle total. Vous ne maîtrisez plus vos propres perceptions. Votre esprit vous joue des tours, et vous en êtes parfaitement conscient. La solitude devient oppressante. L'idée que la porte est fermée, que vous êtes piégé dans ce néant noir, peut devenir insupportable. Le cœur s'accélère, ce qui ne fait qu'amplifier le bruit de ses propres battements, créant un cercle vicieux de peur. Des personnes ont crié pour rompre le silence, mais leur propre voix, morte et sans écho, ne leur a offert aucun réconfort. Au contraire, elle a renforcé le sentiment d'être absorbée par le vide. Au-delà de la peur, des expériences plus mystérieuses ont été rapportées. Certains individus, au lieu de paniquer, décrivent un état de conscience modifié, une sorte de détachement de leur propre corps. Ils se sentent flottés, observateurs de leurs propres pensées. Des souvenirs enfouis, des émotions refoulées remontent à la surface avec une clarté déconcertante. C'est comme si le silence forçait un dialogue intérieur d'une intensité inédite. Pour quelques-uns, ce n'est pas une expérience terrifiante, mais une introspection profonde, presque spirituelle. Le silence absolu ne serait-il pas seulement un amplificateur de peur, mais un révélateur de notre propre conscience? Une porte vers l'inconnu qui se trouve en nous. D'un point de vue scientifique, les réactions observées dans la chambre anéchoïque sont fascinantes. Elles remettent en question notre compréhension de la conscience et de la perception. Le cerveau humain est une machine à prédire. Il construit en permanence un modèle du monde basé sur les informations qu'il reçoit de nos sens. Que se passe-t-il lorsque l'une de ces sources d'informations est coupée net? Le modèle s'effondre. Le cerveau entre dans ce que les neurologues appellent un état d'erreur prédictive. Il s'attend à recevoir des sons, mais n'en reçoit aucun. Pour combler ce vide, il puise dans sa propre mémoire, dans son imagination, générant des hallucinations. Les recherches menées dans des environnements similaires, comme les caissons d'isolation sensorielle, confirment ces observations. Le silence extrême et l'obscurité peuvent induire des états psychotiques temporaires, même chez des individus parfaitement sains. Cela soulève une question fondamentale. Notre sens de la réalité est-il simplement une construction, une hallucination consensuelle nourrie par nos sens? Si l'on retire les stimuli, la réalité objective disparaît-elle pour laisser place à une réalité purement subjective, générée par notre propre esprit? La chambre d'Orfield devient alors un laboratoire philosophique autant que scientifique. Elle nous force à nous interroger sur la nature même de ce que nous appelons le réel.
Les études sur les effets physiologiques sont tout aussi troublantes. Le silence absolu agit comme un facteur de stress majeur pour le corps. La production de cortisol, l'hormone du stress, augmente de manière significative. Le rythme cardiaque devient irrégulier. La pression artérielle fluctue. C'est comme si le corps interprétait l'absence totale de son comme un signal de danger imminent. Dans la nature, un silence total précède souvent l'attaque d'un prédateur. Notre cerveau reptilien, hérité de millions d'années d'évolution, pourrait réagir instinctivement à ce vide en se préparant au pire. Nous serions biologiquement programmés pour avoir peur du silence. Pourtant, d'autres recherches suggèrent que de courtes périodes de silence peuvent avoir des effets bénéfiques. Elles favoriseraient la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe, une région du cerveau liée à la mémoire et aux émotions. Le silence pourrait donc être à la fois un poison et un remède, selon la dose. La chambre d'Orfield représente la dose maximale, l'overdose de silence. Elle pousse le système aux limites de son fonctionnement, révélant ses mécanismes de défense, ses failles, mais peut-être aussi son potentiel caché. La science n'a fait qu'effleurer la surface des mystères que ce lieu soulève sur le fonctionnement de notre conscience. Au-delà des tests industriels et des expériences scientifiques publiées, des rumeurs persistantes font état d'autres recherches, des protocoles beaucoup plus discrets menés loin des regards du public, des sources anonymes, souvent d'anciens techniciens ou des participants sous couvert de confidentialité, parlent de sessions prolongées, des expériences visant à pousser les sujets bien au-delà des 45 minutes habituelles. Le but officiel était d'étudier la résistance humaine à l'isolement sensoriel extrême, pour des applications militaires ou spatiales, préparer des astronautes à de longs voyages ou des agents à des situations de captivité. Mais, vous savez, les témoignages suggèrent que l'objectif réel était peut-être tout autre. Ces sessions secrètes se déroulaient la nuit, dans des conditions de sécurité renforcées. Les participants étaient sélectionnés selon des critères psychologiques très précis. On ne cherchait pas des gens ordinaires, mais des individus avec une résistance mentale hors du commun, ou au contraire, avec des prédispositions psychiques particulières. Ils étaient équipés de capteurs bien plus sophistiqués que lors des tests classiques. Électroencéphalogramme pour mesurer l'activité cérébrale, capteurs de réponse galvanique de la peau, moniteur cardiaque de haute précision. L'objectif n'était plus seulement d'observer la panique, mais de cartographier en détail les états de conscience modifiés, induits par le silence. Les récits qui filtrent de ces expériences sont troublants. Des participants auraient développé des capacités inhabituelles pendant leur séjour dans la chambre. Une acuité sensorielle exacerbée même après leur sortie. Certains auraient rapporté des expériences de décorporation, se voyant eux-mêmes assis sur la chaise depuis le plafond. D'autres parlent de visions précognitives, de flashs d'événements futurs. Un témoignage anonyme, d'un sujet identifié comme participant 7, décrit avoir entendu non pas des hallucinations confuses, mais des conversations claires et distinctes, dans des langues qu'il ne connaissait pas. Comme si le silence absolu ouvrait un canal de communication avec autre chose. Le but de ces recherches reste un mystère. S'agissait-il de tentatives pour développer des armes psychiques, de programmes de type remote viewing, similaires à ceux menés par la CIA pendant la guerre froide? Ou l'objectif était-il encore plus étrange? Certains avancent l'hypothèse que les chercheurs ne cherchaient pas à comprendre les effets du silence sur l'homme, mais à utiliser l'homme comme une antenne biologique qui, une fois placée dans des conditions de bruit de fond nulles, pourrait capter des signaux normalement indétectables, des signaux dont la nature et l'origine restent totalement inconnues. Ces expériences auraient été arrêtées brutalement, suite à des incidents jugés trop dangereux. Les archives non officielles de la chambre d'Orfield sont jalonnées d'histoires individuelles qui glacent le sang. Ce sont, franchement, des cas qui dépassent le cadre de la simple hallucination ou de la crise de panique. L'un des plus célèbres, c'est celui d'Amanda Foster, une étudiante en psychologie qui a participé à une étude au début des années 2000. Elle est restée 55 minutes, un record à l'époque. À sa sortie, elle était changée. Silencieuse, le regard vide. Elle a raconté avoir eu une longue conversation avec sa grand-mère, décédée 10 ans plus tôt. Ce n'était pas un souvenir, a-t-elle insisté, mais un dialogue réel. Elle a abandonné ses études quelques semaines plus tard et vit depuis recluse, refusant tout contact. Un autre cas, c'est celui de Michael Rodriguez, un journaliste qui voulait écrire un article sensationnel sur la chambre. Sûr de lui, il était convaincu de pouvoir battre le record. Il a tenu à peine 20 minutes. Il est sorti en hurlant, en état de choc. Il a raconté avoir vu, non pas des ombres,
mais une forme précise, faite de pure absence de son, se tenant dans un coin de la pièce. Il a décrit cette entité comme se nourrissant du silence. Son article n'a jamais été écrit. Il a souffert de troubles anxieux sévères et d'insomnie chronique pendant des années, affirmant être suivi par le silence qu'il avait rencontré dans la chambre. L'histoire de Lisa Kowalski est peut-être la plus tragique. Volontaire pour l'un des protocoles secrets présumés, elle aurait passé près de 2 heures à l'intérieur. Les enregistrements audio de la session, qui ont fuité de manière anonyme, sont terrifiants. On l'entend d'abord décrire les sons de son corps, puis des murmures. Ensuite, sa voix change. Elle commence à parler dans une langue inconnue, un flot de syllabes gutturales. Puis, un long silence. Quand les techniciens ont ouvert la porte, elle était en état catatonique. Elle n'a plus jamais prononcé un mot. Elle a été internée dans un établissement psychiatrique, son cas classé secret défense. Enfin, il y a le cas de David Park, un ingénieur du son sceptique. Il voulait prouver que tout n'était que suggestion. Il est entré dans la chambre avec un enregistreur haute sensibilité, espérant capter les hallucinations et les analyser. Il est resté 38 minutes. À sa sortie, il était pâle, mais calme. Il a dit n'avoir rien vécu d'anormal. Mais en analysant sa bande, il a découvert quelque chose. Dans le silence absolu, entre les battements de son propre cœur, on pouvait entendre une voix très faible, un chuchotement rythmique qui répétait une séquence de chiffres. Cette séquence ne correspondait à rien de connu. Park est devenu obsédé par ces chiffres, consacrant sa vie à tenter de les décrypter, sans jamais y parvenir. Que se passe-t-il réellement dans la chambre anéchoïque ? L'explication rationnelle, celle des hallucinations générées par le cerveau, est-elle suffisante pour couvrir l'ensemble des phénomènes rapportés ? Certains chercheurs, souvent en marge de la communauté scientifique traditionnelle, proposent une hypothèse plus audacieuse. Et si le silence n'était pas une absence, mais une présence ? Si le vide sonore n'était pas vide du tout, mais rempli d'autre chose ? Une forme d'énergie ou d'information que le bruit constant de notre monde masque en permanence. La chambre ne ferait que retirer le voile, nous exposant à une réalité sous-jacente. Cette idée, n'est pas nouvelle. On la retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et mystiques. Le silence est souvent considéré comme une condition nécessaire pour atteindre des états de conscience supérieurs ou pour communiquer avec d'autres plans de réalité. Les moines, les yogis, les mystiques recherchent le silence non pas pour le vide, mais pour ce qu'il contient. La chambre d'Orfield serait alors une version technologique et brutale de la grotte de l'ermite. Un outil qui force cette confrontation sans préparation spirituelle, ce qui expliquerait la violence des réactions. On n'entre pas dans le grand silence impunément. Dans cette perspective, les hallucinations pourraient être réinterprétées. Ne seraient-elles pas des perceptions réelles, mais déformées par un esprit non préparé ? Les murmures ne seraient pas des créations du cerveau, mais des bribes d'informations flottant dans cet éther silencieux. Les silhouettes ne seraient pas des ombres, mais des manifestations d'entités ou de conscience qui existent sur un autre plan vibratoire. La chambre, en annulant les vibrations sonores, nous rendrait peut-être sensibles à d'autres types de vibrations, habituellement hors de notre portée perceptive. C'est une hypothèse vertigineuse. Le silence absolu pourrait donc être un portail. Mais un portail vers quoi ? Et est-ce un portail à double sens ? Si nous pouvons percevoir ce qui se trouve de l'autre côté, est-ce que ce qui se trouve de l'autre côté peut aussi nous percevoir ? C'est là que la fascination se teinte d'une peur primale. La sensation d'être observé, rapportée par tant de visiteurs, prend alors une signification beaucoup plus littérale. Le danger ne viendrait pas de notre propre esprit qui se dérègle, mais d'une rencontre avec quelque chose d'extérieur, d'inconnu et de potentiellement hostile. Le silence ne serait pas un refuge, mais un terrain de chasse. Des voix se sont élevées pour mettre en garde contre les dangers de ces explorations. Des scientifiques, mais aussi des philosophes et des personnalités du monde spirituel. Le physicien David Bohm, par exemple, parlait de l'ordre implicite, une réalité plus profonde qui sous-tend notre monde visible. Il suggérait que perturber l'équilibre sensoriel de manière aussi radicale pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur notre connexion à cet ordre. C'est comme débrancher brutalement un appareil d'un réseau complexe. On ne risque pas seulement de griller l'appareil, mais de perturber tout le réseau. Ces avertissements ont souvent été balayés, considérés comme non scientifiques. Des incidents techniques inexpliqués au sein même de la chambre semblent donner du poids à ces craintes.
des pannes d'équipements de mesure qui se produisent uniquement lorsque des sujets sont à l'intérieur et rapportent des expériences intenses. Des lectures de champs électromagnétiques anormaux, sans aucune source identifiable. Un technicien a raconté qu'un jour, tous les microphones ultrasensibles se sont simultanément saturés, enregistrant un bruit blanc d'une puissance inouïe pendant quelques secondes, alors que le sujet à l'intérieur n'a rapporté qu'un sentiment de calme absolu. Comme si un événement d'une puissance phénoménale avait eu lieu sur une fréquence indétectable par l'oreille humaine. L'hypothèse d'une communication inconnue est l'une des plus troublantes. Si le silence permet de capter quelque chose, que cherche à nous dire ce quelque chose? Les séquences de chiffres de David Park, les langues inconnues de Lisa Kowalski. S'agit-il de messages? Si oui, à qui s'adresse-t-il? Et pourquoi utiliser des canaux aussi étranges? Certains chercheurs marginaux ont tenté de corréler ces phénomènes avec des signaux radio d'origine inconnue captés par des radiotélescopes, comme le fameux signal « Wow ». L'idée est que nous pourrions être entourés de communications, mais que notre propre bruit biologique et environnemental nous empêcherait de les percevoir. La peur des scientifiques qui ont travaillé sur ces projets est palpable dans les rares confidences qu'ils ont pu faire. Une peur qui ne vient pas de l'échec, mais de la réussite. La peur d'avoir ouvert une porte qu'ils ne savent pas refermer. La peur que l'exposition au silence absolu puisse causer des changements permanents dans la structure de la conscience, la désaccordant de la réalité consensuelle. L'un d'eux aurait dit, sous anonymat, « Nous pensions explorer l'esprit humain. Nous avons réalisé, trop tard, que c'était l'esprit humain qui servait de terrain d'exploration pour autre chose. » Une phrase qui donne le vertige et qui résonne comme un avertissement ultime. La chambre anéchoïque d'Orfield reste aujourd'hui ce qu'elle a toujours été, un paradoxe. Un lieu de science et d'industrie qui est devenu, malgré lui, l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Elle incarne cette dualité fascinante entre la connaissance et l'inconnu, entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous ne pouvons que ressentir. Chaque personne qui y entre devient un explorateur, un astronaute de l'intériorité, s'aventurant dans les territoires vierges de sa propre conscience. Mais comme tout explorateur, il prend le risque de ne pas revenir indemne, ou de ne pas revenir du tout. La question fondamentale demeure sans réponse. Ce silence révèle-t-il les mécanismes cachés de notre cerveau ou ouvre-t-il une brèche vers une autre réalité? Sommes-nous les créateurs de ces fantômes sonores et de ces visions étranges ou en sommes-nous les simples récepteurs? La peur et la fascination que ce lieu inspire viennent précisément de cette incertitude. Il nous place face à la limite de notre savoir, au bord d'un précipice où la psychologie, la neurologie, la physique et la métaphysique se rencontrent et se confondent. C'est un miroir qui nous renvoie à notre plus grande peur, la peur de ce que nous pourrions découvrir sur nous-mêmes. Les histoires, les témoignages et les rumeurs qui entourent la chambre d'Orfield ne sont peut-être que cela, des histoires. Des constructions mentales nées de la peur du vide. Mais elles pourraient aussi être les fragments d'une vérité plus vaste et plus dérangeante. Une vérité qui suggère que nous ne sommes pas seuls, même dans le silence le plus total. Que notre esprit est bien plus qu'un simple processeur biologique, qu'il est une antenne, un récepteur, peut-être même un émetteur, branché sur un réseau dont nous ignorons tout. L'exploration de cette frontière est sans doute la plus grande aventure qui soit. Finalement, la chambre ne donne aucune réponse définitive. Elle ne fait que poser des questions de plus en plus profondes. Elle est une invitation à remettre en question nos certitudes les plus ancrées sur la réalité, la conscience et notre place dans l'univers. Oserions-nous franchir cette porte? Sommes-nous prêts à affronter ce que le silence absolu a à nous révéler? Le risque est immense. Car dans le silence total, on peut entendre beaucoup de choses. Et il se pourrait bien que l'on n'aime pas toujours ce que l'on entend. Surtout quand on ne sait pas, ou plutôt quand on ne sait plus, qui parle.